L'organisation de l'agriculture qui arrive à partir des années 50, avec d'ailleurs les voitures des touristes et par la suite les remontées mécaniques, etc., c'est une sonorité qui est très importante, non seulement parce qu'elle change et peut-être améliore les conditions de vie d'une région, mais parce qu'en même temps, elle donne des rythmes de saison. Donc c'est une sonorité que pour les personnes qui habitent la région a un sens. Vous le voyez bien de cette citation, il n'est pas seulement une question, disons, du fait que le bruit des tracteurs n'est pas le plus beau son, mais ça fait partie de la vie. Et pour moi, cette citation est très importante parce qu'elle est en contraste avec une vision complètement atemporelle du tourisme. Le touriste, il s'attend à arriver dans une région toujours la même et toujours à sa dimension, à la dimension de sa représentation. Et là, en effet, il dit, en tout cas, ça rythme nos journées, mais ça rythme aussi les saisons. Donc, on a d'autres sonorités, mais qui malgré tout rythment des saisons et qui ne sont pas perçues de la même manière par quelqu'un qui arrive depuis l'extérieur. Et le cas assez typique, je vais vite parce que je vais arriver quand même à deux sons qui pourraient vous intéresser plus que ce que je viens de dire maintenant. La question de la cohabitation et de la, disons, d'une fonction multiple des territoires que de plus en plus est en lien avec les régions alpines, est typique dans le cas des cloches des vaches et de tout ce que cela comporte à niveau de tension entre les gens qui débarquent et les gens qui sont déjà là. Ça, c'est un cas parmi d'autres très intéressant. Nous sommes dans les années 90. Par la suite, il y en a eu vraiment beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, région avec des éleveurs, avec des clochettes, donc avec les animaux avec les clochettes, famille qui débarque de l'étranger, l'étranger ça signifie hors de la région alpine, qui débarque et qui à un certain moment dit qu'elle n'arrive pas à vivre avec ces clochettes qui sont sur les animaux tout le temps. Et tension, dispute, tribunal, etc., donc vraiment tout. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a là vraiment une espèce de soulèvement paysan, c'est-à-dire, nous sommes dans le canton de Vaud, à côté, vraiment, à la frontière du canton du Valais, mais il y a tous les, non pas tous, mais une bonne partie des éleveurs valaisans qui débarquent avec leurs clochettes pour montrer que ce n'est pas seulement une question, c'est ça qui est intéressant, pour eux, ce n'est pas seulement une question pratique. On ne met pas les cloches parce qu'on va reconnaître les animaux, etc. Mais c'est aussi une question identitaire. Et cette question identitaire est défendue. Elle est défendue jusqu'à il y a 2 semaines. Dans un autre cas, dans les Alpes bernoises, on a eu la même chose. C'est-à-dire famille qui débarque dans une région paysanne, cloche, et la commune a dû trancher sur une question qui est en lien avec la nuisance sonore. Et la réponse était il faut vous habituer parce que c'est une question identitaire et que donc vous n'avez rien à faire. Donc c'est très intéressant à étudier de ce point de vue-là parce qu'on voit qu'il y a des tensions qui sont très importantes. Oui, je peux encore y aller. Il y a un autre aspect complètement différent que je vais vous proposer et qui touche à la, comment dire, à la présence de médias à un certain moment dans la région alpine ou intéressés à la région alpine. Alors, déjà, la question de l'enregistrement en tant que tel mériterait tout un débat à l'entour. L'arrivée de l'enregistrement change, bien entendu, déjà le rapport des chercheuses et des chercheurs aux sonorités. Mais il y a aussi un aspect plus simple sur lequel j'aimerais bien toucher un mot, c'est la question de la radio et de la télévision. La radio et la télévision ont un rôle important, non seulement en tant que diffuseur d'informations, etc., et donc d'amener, disons,
l'extérieur à l'intérieur, non seulement dans la région alpine, mais partout, surtout la radio, puisque nous sommes dans les années 30, mais ils ont aussi un rôle très important dans la construction de certains aspects. Alors, une chose qui m'avait frappée, et qui n'a rien à voir avec ce que je vais vous montrer, mais qui me paraît intéressant, c'est que dans la plupart des documentaires sur les Alpes, il y a des musiques évocatrices, pendant longtemps. Maintenant, on a un peu changé, mais pendant des années, Alpes, montagne, musique évocatrice. Et les sonorités, on ne les entendait pas vraiment. Et j'ai parlé avec une technicienne du son qui a travaillé beaucoup pour une émission qui s'appelle Passe-moi les jumelles, qui est une émission assez connue suisse autour des montagnes, et qui me disait, tu sais, nous on enregistre le son, mais après, ce n'est pas qu'on l'emploie. Après, il faut tout nettoyer, et puis encore, et puis peut-être que des sons déjà préenregistrés, c'est quand même mieux. Donc, en effet, on met des sonorités qui sont évocatrices, mais pas nécessairement celles qu'on a entendues. Mais il a ajouté une chose qui pour moi était extraordinaire. Il m'a dit, mais tu sais, les hélicoptères en Valais, on ne les enlève plus parce que désormais c'est une sonorité identitaire. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir, parce que par la suite, il y a des groupes qui ne sont absolument pas d'accord sur le fait que les hélicoptères sont une sonorité identitaire. Donc là, c'est intéressant parce qu'on a, encore une fois, des visions, des points de vue encore différents. Mais ce qui est intéressant, c'est, disons, ce que la radio et la télévision a fait pour la patrimonialisation, voire pour figer certains événements. C'est le cas, par exemple, des champs d'épâtres. Donc, ces champs que l'on a, où il y a les bergers et qui sont différents dans les Alpes, ils ne sont pas tout le temps les mêmes. Mais ce qui se passe, c'est qu'en 1977, je suis en train d'essayer de ne pas dire 77 en tant que Suisse, donc, un des moments clés, disons, des fêtes traditionnelles suisses, qui est la fête des vignerons, que depuis le XVIIIe siècle, tous les 25 ans se refait, etc., est pris à la télé. Donc c'est la première fois que cette fête est transmise à la télé. Et ce qui se passe, c'est que le Ronde des Vaches, gruyérien, est chanté dans ce cadre. Alors, je ne sais pas si vous voulez entendre un petit peu de Ronde des Vaches, parce qu'il y a du patois. Donc, je pensais que c'était la chose qui vous intéressait le plus. Et donc, j'aurai encore une petite partie en patois après, si vous me donnez encore quelques minutes. Donc, je n'arrive pas avec cette note, c'est horrible. Voilà. Vous entendez? Ah oui, dommage, vous ne voyez pas là.
qui est un armaillis, un vrai armaillis, qui malheureusement va mourir assez vite, donc en plus il y a l'aspect tragique. Et donc, ceci, c'est le seul rang des vaches que l'on connaît, au point tel qu'il y a quelques années, des politiciens du canton de Fribourg, du parti de l'Union démocratique de Centre, qui est très intéressé à ces aspects, disons, traditionnels, ont proposé ce rang des vaches comme hymne du canton. Donc, vous voyez que, et ils se sont référés à cette émission télévisuelle, c'est-à-dire que le fait d'avoir transmis ce rang des vaches l'a en quelque sorte patrimonialisé et figé. On a beaucoup d'exemples de ce genre-là, ce sont les exemples qui m'intéressent le plus, mais qui montrent comment le fait de sortir du lieu quelque chose va en quelque sorte le conserver après à voir comment on le conserve. On a eu la même chose avec le corps des Alpes qui est parti au Japon et qui est revenu. C'est-à-dire que dès qu'on l'a beaucoup employé ailleurs, il est retourné à devenir très important dans certaines régions de l'Afrique. Je termine, j'avais toute une série d'autres choses, mais tant pis. Je termine avec un autre aspect qui est très important, qui est la radio. La radio, depuis ces premières années, a été très intéressée au territoire. Nécessairement, la radio de service public a aussi ce mandat. Et donc, on est vraiment, on s'est déplacé. Alors, là, j'insiste parce que ça m'intéresse beaucoup, mais vous voyez l'importance de la technique. C'est-à-dire qu'il faudrait faire tout un discours autour de la question de l'enregistrement. Mais donc, on s'est déplacé, récolté toute une série d'aspects, de traditions, etc., qui sont dans ces territoires. On les rend un peu exotiques parfois, donc il faudrait vraiment les étudier et comprendre comment on les a employés, mais en même temps, on les a en partie conservés. Et donc, la radio, on peut l'étudier en tant que média, mais on peut la prendre en considération aussi comme archive. Et à ce propos, on a toute une série d'émissions. J'ai proposé à mes étudiants plusieurs fois de les étudier, mais il n'y a personne qui comprend le patois. Donc, si jamais vous êtes très intéressés, il y a toute une série d'émissions qui, pour moi, sont très intéressantes. Pour moi, en tant qu'historien du culturel, donc, qui sont celles de Louis-Ferdinand Blanc, qui, pendant un nombre d'années assez important, se déplace et récolte toute une série. Donc, il y a un certain moment l'idée des patois du Mont Blanc, et donc, en effet, il va récolter toute une série de patois. Et une partie de ces archives sont conservées, peut-être que quelqu'un parmi vous les a déjà travaillées ou les connaît. Et d'ailleurs, je viens de découvrir qu'il a eu aussi des rapports avec le centre franco-provençal. Et j'ai mis ces deux exemples, je n'ai plus le temps malheureusement pour vous le faire écouter, mais parce qu'ils sont pour moi assez intéressants. Le premier, parce qu'en effet, il introduit le Val d'Aoste et explique pourquoi le Val d'Aoste est très important et qu'est-ce que cela fait que les Suisses romands doivent quand même s'adresser à ça. Et puis, la conversation en valdôtain, pour moi, elle est très intéressante pour des personnes qui travaillent les langues comme vous, parce qu'en effet, il va demander à 2 migrants valdôtains qui habitent depuis 50 ans Lausanne, donc, de parler en valdôtain. Et donc, pour moi, que je n'y comprends rien du point de vue de l'analyse, c'est un aspect très intéressant. Donc, moi, je peux faire une analyse du point de vue de l'émission radiophonique, parce que c'est ça qui m'intéresse. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, on se retrouve à avoir des conversations de gens qui ont quitté la vallée depuis longtemps. Et que donc, en effet, peut-être, ils ont introduit, puisque vous parliez de ça, ou pas, toute une série d'aspects en lien avec ça. Et je termine juste avec une chose. Les sonorités sont très importantes aussi à niveau de politique. Lorsqu'on parle de paysage et de préservation et de conservation du paysage, on parle tout le temps du visuel. Alors, qu'est-ce qu'il en est des sonorités? Et il en est très peu, en effet, parce qu'il y a des vides dans les lois. Mais ce qui est intéressant, c'est que
des cas rarissimes pour l'instant, montrent que le son peut être aussi considéré comme une caractéristique d'un lieu et qu'à partir de ça, on peut aussi ne pas, disons, détruire, voire employer différemment, dans ce cas, ces lots. Alors, tout ce que j'ai dit pour conclure, c'est un point de vue qui est humain. Donc, nous sommes complètement dans l'idée de, voilà, de nos perceptions. Ce qui se passe maintenant, de plus en plus, c'est qu'on essaie d'aller dans les... Et c'est ce que je retrouve dans certains commentaires qui ont été faits aujourd'hui, on essaie d'aller de plus en plus dans la perception de l'autre. Parce que anthropophonie, en général, et technophonie, comme Anno Farina a dit, c'est-à-dire des sonorités très fortes, techniques, signifie nécessairement diminution de la biophonie. Et c'est un aspect qui est de plus en plus pris en considération et qui va, disons, montrer qu'il y a une sensibilité qui a changé par rapport à ça. Voilà, je vous remercie et je m'excuse parce que j'ai